Amis auditeurs, bonsoir. J'ai le grand plaisir de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition du Journal International avec à mes côtés Pascal Mas. Pascal, bonsoir. Bonsoir Pascal François. Mas, on ne vous présente plus, hein, vous êtes mon commensal, etc., mon acolyte dans le sens médiéval du terme. Et donc vous êtes conseiller diplomatique, notamment pour la République du Tatarstan, hein, qui a été à l'actualité. D'ailleurs aujourd'hui nous allons en parler. Et vous êtes un spécialiste des BRICS. Et nous sommes en ligne, nous serons en ligne tout au long de cette émission avec Olivier Battistini. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, cher Bonsoir. Olivier, comment allez-vous ? Écoutez, je vais bien, je suis heureux d'être à vos Alors, côtés. Olivier, on ne vous présente plus, hein, vous êtes maître de conférences honoraires en histoire grecque de l'Université de Corse. Vous êtes auteur, je crois, d'une douzaine d'ouvrages, notamment une biographie d'Alexandre le Grand, une biographie de Platon, et à paraître bientôt une biographie d'Aristote. Et vous avez publié également aux éditions, je crois, Perspective Libre, La guerre, un maître de violence. Et vous animez actuellement un séminaire, notamment d'histoire, une rencontre d'histoire de Cisco, je crois, dans le Cap Corse. Et vous nous en parlerez, hein, nous y consacrerons du temps. Et puis nous interrogeons bien sûr, puisque l'international, c'est les voyages, ce sont les voyages mythiques. Et c'est bien sûr le film L'Odyssée qui est à la une, hein, qui, à défaut d'être un chef-d'œuvre de recomposition du mythe d'Homère, qui est un mythe fondateur, hein, européen, est en quelque sorte un véritable cadenas de wokisme. Pour ma part, j'ai décidé de boycotter ce film, tant les provocations, les erreurs grossières, volontaires, pas les erreurs, mais les schémas grossiers qui sont véhiculés dans ce livre me paraissent en tel décalage avec Homère, mais sans doute c'est vous, Olivier, qui nous éclairez là-dessus, puisque je crois que vous avez fait pour Iliade et pour le Figaro Magazine un certain nombre de reportages et de textes. Hein. Oui, le Figaro Histoire. Avec Figaro Histoire, voilà. Eh bien, nous en parlerons. Alors, nous allons également, Olivier, comme vous êtes également un homme de lettres, de culture et d'histoire, hein, et que vous savez que, comme disait Paul Valéry, l'Europe a commencé par le génie des Grecs, donc peut-être qu'à la lumière du génie des Grecs, sur lesquels vous avez plus d'un demi-siècle largement étudié, eh bien vous serez bien sûr amené à intervenir sur les différents sujets que nous allons aborder. Alors nous espérons aborder, si avoir le temps, par la situation dans la guerre du Golfe Persique, dans la région également, les négociations entre Liban et Israël, et puis cet accord, hein, l'accord entre le Pakistan, la Turquie et l'Arabie Saoudite, qui est dit accord de la Mecque, ce qui n'est pas tout à fait innocent, nous y reviendrons. Nous parlerons également, puisqu'il s'agit de l'international aujourd'hui, des ingérences russes, et nous ne pourrons pas ne pas parler également, hein, de l'affaire Ksenia Fedorova, puisqu'ici nous sommes avant tout des défenseurs de la liberté d'expression, et je crois que nous tenons, cher Pascal Mas, cher Olivier Battistini, à assurer Ksenia Fedorova notre solidarité et notre sympathie. Je répète que personnellement, je n'étais pas d'accord avec tout ce que disait Ksenia Fedorova sur un certain nombre de points, notamment ce qui se passe depuis février 2022, mais je crois qu'il y a des choses qui sont supérieures, c'est le droit d'avoir le dire. En tout cas, quand on voit la gauche, le centre et ce qui paraît être la droite, et en tout cas le monde médiatique aujourd'hui approuver notamment l'expulsion de Xenia Ferodia, qui rappelons-le, hein, est quand même quelqu'un qui a appris la langue, qui est venu en France, qui a travaillé, qui a voulu faire honneur à l'attractivité de la France dans le monde. Eh bien, finalement, celui qui doit même si j'ai pas de sympathie particulière pour lui, celui qui doit se retourner dans sa tombe, c'est Voltaire. Un Voltaire, ce qui avait dit avant toute chose, monsieur, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je battrai jusqu'au possible pour que vous ayez le droit de le dire. Voilà, la France c'est un peu ça, et si au moins on devait remettre Voltaire à l'honneur, citons-le, mais je crois que Voltaire aujourd'hui se retournerait quand il verrait l'état de la gauche, et notamment de ceux qui se prétendent être ses héritiers, notamment sur le plan intellectuel et philosophique. Alors, nous parlerons également de l'affaire de Ceuta et Melilla, hein, qui sont importantes, et puis bien sûr de la situation en Ukraine. Alors, la situation dans le Golfe Persique, vous savez que depuis février 2022, il y a eu des allers-retours, des 3 pas en arrière, des 4 en avant, et inversement de la part de Donald Trump, et qu'aujourd'hui, il semble que les États-Unis aient lâché la main. D'ailleurs, Donald Trump a dit lui-même, hein, littéralement, je cite, qu'il comptait lever le pied sur l'Iran. Et on apprend qu'il y a des négociations, d'ailleurs assez sérieuses, entre l'Iran et son voisin d'en face, qui est le sultanat d'Oman, notamment pour réguler la circulation dans le golfe, dans le détroit d'Ormuz. Alors, rappelons-le, hein, cet accord notamment consistera à faire rentrer, d'une part, avoir des routes qui seraient des routes notamment
dans les eaux territoriales de ces deux pays respectifs. On ne serait plus dans les eaux internationales, ce qui avait lieu avant, notamment février 2026, et les navires entreraient par l'Iran, et par la voie maritime de l'Iran, et sortiraient par l'Oman, avec à la clé notamment une taxation singulièrement de la part de l'Iran. Ce qui voit qu'on serait à une situation, à mon avis, qui serait beaucoup plus défiante et en tout cas beaucoup moins appréciable que ce qu'elle était avant février 2026, c'est-à-dire que l'Iran prendrait la main véritablement sur le détroit d'Ormuz, il y aurait véritablement une bosphorisation du détroit d'Ormuz, vous savez quoi, on l'a fait encore, notamment les Britanniques et la France de Napoléon III qui avait mordu à l'hameçon des Britanniques en intervenant en Crimée contre la Russie, qui a été une des fautes majeures de Napoléon III, c'est pas la plus grande faute majeure, mais ça en fait partie au plan des questions internationales où Napoléon III, qui a été quand même l'homme qu'on sait un succès intérieur, a été une calamité au plan diplomatique. On a fait en sorte, en effet, que l'Empire ottoman puis la Turquie ait la main mise sur l'entrée, en tout cas sur le Bosphore, les Dardanelles, sur l'entrée en tout cas en mer Noire. Et on sait qu'aujourd'hui, la Turquie joue un rôle, notamment en temps de guerre, qui est renforcé, puisque on sait qu'elle empêche notamment le passage de navires russes, qu'elle livre des armes à l'Ukraine, donc elle joue un jeu tout à fait ambigu, voire bicéphale entre la Russie et l'Ukraine. Donc là, la situation dans le Golfe Persique semble véritablement échapper aux Américains. Alors finalement, je pose la question à vous en premier, Pascal Masque. Est-ce que finalement, en fait, c'est un raté total de Donald Trump? Et est-ce que ça vous paraît plausible, notamment cet accord entre l'Iran et Oman, l'Iran et Oman, c'est quand même le pot de fer contre le pot de terre, sachant que Oman est un pays qui n'est pas du tout belliciste, qui a quand même, contrairement aux Émirats, à l'Arabie Saoudite, voire au Koweït, qui a quand même au Bahreïn, qui a quand même beaucoup moins de moyens de défense. Et est-ce que justement cet accord, finalement, c'est pas plus ou moins... Alors, est-ce qu'il est réalisable d'un côté? Est-ce que les États-Unis, notamment, prennent du recul, prennent acte notamment d'un recul par rapport à Hormuz? Et troisièmement, est-ce que finalement, c'est pas l'Iran qui a gagné? Pascal Mas. Assurément, je pense que oui, c'est l'Iran qui... Parce que avant ce conflit, il y avait tous les bateaux passaient dans un sens comme dans l'autre sans payer quoi que ce soit. Et ils ont découvert qu'ils avaient la possibilité de bloquer le détroit et donc de bloquer l'économie mondiale dans une grande largeur. Donc maintenant, ils lâcheront plus l'affaire. Donc les Iraniens voudront maintenir ce péage. Et bon... L'émirat d'Oman, c'est un petit émirat qui en vérité fait pas de bruit, qui ne charge des noises à personne, qui est menacé par ses voisins, c'est le Yémen quand même, faut pas l'oublier. Il est composé de 2 territoires. Et donc, si les Iraniens leur proposent d'avoir des royalties sur les bateaux qui passent, je pense pas que l'émir d'Oman refuse une opportunité pareille. Bon, c'est globalement une redistribution complète de la circulation des marchandises et de l'énergie dans le Golfe Persique en général et dans le détroit d'Ormuz assurément. Je crois qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc cette situation, bien que très ambiguë, me semble être la voie de sortie. Olivier Battistini, vous là-dessus, alors vous qui en Grèce connaissez à la fois les puissances thalassocratiques, Athènes et Sparte, voilà. notamment nous sommes également en plein notamment piège de Thucydide. Que vous inspire, vous avant à l'aune de vos connaissances historiques, un peu cette situation dans le détroit d'Ormuz aujourd'hui? Cher François, je me garderai bien de proposer une analyse de la situation géopolitique en ce qui concerne et ce qui se passe en Europe de l'Est dans la guerre civile imposée par l'OTAN entre l'Ukraine et la Russie. Et j'aurai des difficultés aussi à parler de ce qui se passe dans le Golfe et au Moyen-Orient. Je me contenterai, puisqu'il faut, comment dirais-je, une certaine distanciation et essayer de comprendre ce qu'est le temps long et ne pas être prisonnier de ce que Nietzsche condamnait, à savoir ce qui est actuel. Ce qui est actuel n'est déjà plus là au moment même où cela apparaît. Et j'ai l'impression que, puisque vous parliez de Thucydide et de l'opposition dialectique des deux nomoi, la terre et la mer, j'ai l'impression que Thucydide est nouveau chaque jour, comme Homère. Je fais un clin d'œil à Pays, alors que le journal est déjà vieux ce matin. Et je me contenterai donc, à propos de ces parties d'échecs,
et de ces conflits majeurs, puisque les civilisations sont mortelles, je me contenterai de lire les Grecs pour essayer de me déplacer dans ce que j'appelle l'extrême contemporain. Et vous parliez tout à l'heure non seulement de la situation du Golfe, mais de ce qui se passe avec Ksenia Fedorova. Et voyez-vous, il me vient à l'idée, outre, comment dirais-je, l'opposition que j'aime bien faire et que j'avais faite au Matthias Corvinus Collegium lors d'une petite conférence à Budapest, j'avais opposé Rousseau à Thucydide et Aristote. Et j'ai vraiment bien l'impression que ce que disait Rousseau est ce que disent aujourd'hui les médias et la pensée convenue. Rousseau disait à propos de, vous savez, c'était il me semble les prolégomènes à son discours sur les fondements de l'inégalité, il disait qu'il y avait au fond un homme qui était au départ naturellement bon et que la société le corrompait. Et il dit cette phrase que je vous propose et qui pourrait éclairer les situations que vous avez dites. Il dit ceci: commençons donc par écarter tous les faits, car ils ne touchent point à la question. C'est vraiment ce qui se passe, à mon avis, dans l'univers politique contemporain, qui est en décomposition, surtout dans la partie occidentale de l'Europe, où triomphe une sorte de nihilisme, où une caste usurpe la souveraineté des nations, et la guerre est devenue à elle-même sa propre fin. J'ai l'impression qu'elle s'est installée de manière permanente comme moyen de résoudre les problèmes de politique intérieure. Et il y a une autre... Après, j'espère ne pas être trop long, mais si vous voulez... vous avez tout votre temps, cher Olivier. Merci, cher François. Je lis l'extrême contemporain à partir de mes Grecs qui sont fondamentalement présents pour moi. Platon dit quelque part, c'est Maffesoli qui m'avait évoqué cette phrase, mais ce n'est pas une phrase exactement de Platon, c'est plutôt le résumé d'un passage entier de la politique, où au fond il dit ceci, c'est une sorte de résumé, de synthèse d'une pensée fulgurante. Il dit que la perversion de la cité commence par la fraude des mots. Et cette synthèse d'une pensée forte de Platon me permet d'observer, de comprendre ce qu'on essaye de nous cacher. Voyez-vous, cher François, il est question chez Platon des conducteurs de peuple, les démagogues, qui parlent, et Platon parle à ce moment-là du gros animal, c'est-à-dire le peuple qui est méprisé par les démagogues, ce qui est le cas de certains personnages qui nous gouvernent en Europe occidentale. Ce peuple est soumis parce qu'on lui a imposé une grille d'interprétation, ce qui fait que les événements dont vous parliez, à savoir ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, dans le Golfe, ce qui se passe au Moyen-Orient, les Israéliens, il suffit de regarder une carte d'ailleurs, sont entourés de pays qui ont au cœur même de leurs institutions le désir de détruire Israël, et la guerre civile. Et je voudrais dire un mot, si vous me permettez, François, sur cette guerre civile imposée par l'OTAN, avec évidemment une idéologie très curieuse qui impose un camp du bien et un camp du mal, alors que chez les Grecs, il n'y a jamais cette opposition. Homère et Thucydide explorent les uns et les autres avec l'idée qu'ils sont tous soumis à une nécessité tragique qui les conduit à une nécessaire disparition. Et il y a là quelque chose qui est d'une beauté extrême et qu'on ne trouve que chez les Grecs. Et je voudrais, à propos justement de Ksenia Fedorova et de ce qui se passe, cette guerre civile qui a duré autant que la guerre de 14-18, qui en était une autre d'ailleurs, de guerre civile, avec des propagandes et des désinformations, qui la désinformation étant une arme de guerre. Je vous propose une petite idée, et qui peut-être pourrait vous plaire à tous les deux. Pour les Grecs, au fond, la vie politique,
selon le logos, sous l'empire des lois, transforme la discorde entre citoyens, la stasis, la guerre civile, en coexistence pacifique. Parfait, ça tout le monde le sait. C'est même la filia qui, au cœur de la cité, permet le politique et la politique. Mais voilà ce que je vous propose, et après je m'arrêterai. Le sens de stasis, ce mot qui est un mot grec, et donc, comme tout mot grec, propose une constellation de significations et même des oppositions de contraires, ce qui permet d'ailleurs de concevoir ce qu'est la dialectique, l'opposition des contraires se suffisant à elle-même. Le sens étymologique de stasis est faction. Il désigne la sédition, la division, la guerre civile. Mais, curieusement, et ça c'est fascinant, et c'est ce que je voulais vous dire, et je vous remercie de me donner la parole, c'est tellement rare de laisser parler les gens. Le verbe hystémie, qui est au cœur du mot stasis, dit la station, debout, immobile. C'est la position de l'hoplite tenant sa place au combat. Et le stasimon est le moment où le cœur tragique s'immobilise avant de prendre la parole. Et là, vous voyez que ce mot qui, au fond, dit une position stable, évoque les bouleversements les plus incroyables, la notion de division, de désordre. Et j'ai presque l'impression, ou j'ai plutôt la certitude, que lorsque la guerre civile apparaît, la cité s'affronte à elle-même, se déchire et devient furieuse. Mais c'est là que c'est très intéressant, c'est que cette stasis révèle dialectiquement l'unité politique. Parce que, voyez-vous, c'est Plutarque, et c'est par le plus grand des hasards que j'ai trouvé ce texte de Plutarque. Il dit ceci à propos de Solon, qui est un des premiers nomothètes législateurs de Solon, excusez-moi, Solon qui est considéré comme plus le fondateur d'ailleurs des institutions athéniennes que Périclès. Et bien sûr, Solon et Clisthène, bien sûr. Ouais. Parmi les autres lois de Solon, écoutez, c'est extraordinaire, je suis très ému de vous indiquer cela. Écoutez cette phrase. Parmi les autres lois de Solon, il en est une fort étrange qui note d'infamie tout citoyen qui, dans une sédition, ne se déclare pas pour aucun parti. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a une stasis qui est dialectiquement au cœur même de ce qu'est l'unité politique, c'est une dialectique de l'extrême, j'en conviens. Mais ce qui veut dire que, puisque Athènes porte un S, en grec c'est Athénaï, ce sont les Athènes, c'est une cité plurielle, et au fond les convulsions à l'intérieur même de la cité participent de son unité, comme le révèle étrangement et le concept lui-même et cette loi de Solon. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas dans la cité le camp du bien, comme on le fait aujourd'hui, dès qu'on ose parler autrement que selon la pensée imposée, il n'y a pas le camp du bien et le camp du mal, mais il faut qu'un citoyen, et s'il ne le fait pas, il est privé de ses droits, c'est l'athymie, il est privé de ses droits, il faut qu'il prenne parti pour un camp ou pour un autre, peu importe le camp, ce qui veut dire que la stasis est au cœur même de l'univers politique et de son unité. Voyez-vous, et je pourrais développer par la suite quelques pistes sur Thucydide pour évoquer, si vous le voulez bien, les situations de géopolitique d'aujourd'hui. Excusez-moi d'avoir été si long. Non, mais c'est avec grand plaisir, Olivier, que nous avons ce recul notamment et cette vision exceptionnelle de notre part, et on merci encore d'avoir été invité. C'est vous qui vous nous amenez au plan intellectuel au niveau de l'Olympe. Donc voilà, nous sommes loin d'être des demi-dieux, etc. Mais il y a quand même avec vous une certaine élévation. Je ne sais pas comment on appelle ça en grec. Vous avez un terme en grec pour appeler ça l'élévation intellectuelle, non? Écoutez, non,
c'est peut-être on pourrait évoquer la Sophrosynè qui est l'équilibre, ou la philia qui est au cœur même qui fait que c'est ce qui nous unit tous les trois. La philia, ce n'est pas l'amitié, c'est la joie de la conversation entre des êtres qui, lorsqu'ils emploient des mots, ont derrière ces mots des paysages qui sont communs. Et c'est pour ça que la philia est au cœur même de la cité grecque, et que si on le traduit par amitié, on enlève à ce mot toute sa puissance et toute sa richesse multiple. Et vous savez, je suis ici à Cisco, dans le Cap Corse. Face à moi, encore là maintenant, il y a des couleurs étranges qui apparaissent, et face à moi, il y a Gorgo, Capradia, l'île d'Elbe, et plus loin, je les imagine, Pianosa et Monte Cristo. Et de l'autre côté, une montagne qui est presque mythique, c'est le Pinsalone, qui domine la terre de mes ancêtres, où j'ai retrouvé, puisque là où je me déplace, si vous voulez, c'est un véritable théâtre de la mémoire. Chaque pierre me raconte des souvenirs. Voilà. Alors, nous évoquerons tout à l'heure, notamment l'événement que vous organisez. Nous avons prévu un certain nombre de temps. Merci Olivier Jeton. Je voulais continuer là-dessus, vous allez peut-être nous éclairer, mais je voulais parler dans un second point, notamment toujours dans la région des négociations entre le Liban et Israël. Alors elles sont plus tendues que celles de Washington, elles ont commencé à Rome, et on sait notamment que les Libanais, là cette fois-ci, sont beaucoup plus soumis notamment à la pression de Hezbollah. Il y a ces fameuses zones pilotes, en effet, où le Hezbollah ne laisserait pas se déployer l'armée israélienne et où Israël va avoir la main. Ça nous parlait également au passage de l'accord de Gaza qui a été refusé, on le sait aujourd'hui, par Benyamin Netanyahou. Alors tout d'abord, sur ces négociations Liban-Israël, Pascal Masse, à votre avis, peuvent-elles aboutir? Et si oui, à quelles conditions? Que dire? Je pense que le mois prochain, on parlera encore de ça, et le mois d'après encore, et le mois suivant de même. C'est une situation qui ne peut pas changer tant qu'il n'y aura pas des régimes forts de part et d'autre. Je sais que ça peut choquer, mais le Liban, l'autorité libanaise, politique libanaise et constitutionnelle est très faible. Et le Hezbollah est un mouvement fort parce qu'il était soutenu à bout de bras par l'Iran. Bon, s'il y a des chefs forts de part et d'autre, ils peuvent discuter. Là, quand toute discussion est diluée dans des bavardages, des compromis, des négociations qui sont trahies le lendemain, etc., ça n'avancera pas. Donc, je ne sais pas. En plus, les interventions étrangères, notamment américaines et même européennes dans une moindre mesure, ça ne facilite pas les discussions. Donc, moi, pour l'instant, je dis, le mois prochain, on sera au même niveau. Et sur l'accord de Gaza, puisqu'on a appris justement que l'accord de Gaza, vous savez, prévoit, alors en théorie, un désarmement du Hezbollah, et notamment, vous savez, une commission internationale où il y a entre autres la Turquie, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, voire éventuellement les pays européens. Et par contre, Benyamin Netanyahou a bien, lui, dit que cette fois-ci, il n'était pas du tout lié par cet accord, qu'il le refusait de toute façon. Oui. Alors, à votre avis, pourquoi le refuse-t-il? Et également, quelle perspective à partir du moment où Netanyahou refuse cet accord de Gaza? Est-ce qu'il empêchera, y compris sa mise en œuvre? Premièrement, il y a prochainement des élections en Israël. Voilà. Ce qui est quand même, j'allais y venir. Ouais. Ce qui est quand même déjà quelque chose de différent par rapport à tous les autres États autour. Il y a des élections, on peut dire ce qu'on en veut, mais au moins ça existe. Donc évidemment, Benyamin Netanyahou est sous la pression, comme Donald Trump avec les midterms de cet automne, de son opinion interne, personnelle. En plus, les gouvernements israéliens sont composés de coalitions. Donc, il est obligé de donner des gages à certains membres de sa coalition, sans quoi il est renversé, et c'est quelqu'un d'autre qui prend le... Rappelons un passage, permettez de vous couper, c'est qu'en Israël, chose unique au monde, c'est le mode de scrutin proportionnel intégral. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barre pour faire chier, c'est pas 5% comme dans beaucoup de pays, comme en Allemagne par exemple. Si vous avez en général autour de 1 entre 1 et 1,3%, 1,2%, vous êtes assuré d'avoir un siège à la Knesset. Ce qui fait que le système israélien est très éparpillé et il faut négocier siège par siège pour obtenir une coalition. C'est ça. Contrairement, effectivement, les coalitions, parce que vous parliez des coalitions en Allemagne, mais c'est la même chose en Italie, en Espagne, en Belgique.
Donc ce sont des gouvernements... Sauf qu'en Israël, il faut négocier député par député. Pied à pied, absolument, oui, ça c'est tout à fait ça. Donc Benjamin Netanyahou est donc sous la pression de cette échéance électorale, et aussi c'est qu'il n'a pas envie de se faire avoir, ce qu'on peut comprendre. Il se considère comme le défenseur du peuple israélien. C'est plutôt un concept que moi je trouve plutôt sympathique, qu'un chef d'État soit le protecteur de son peuple. Hein. Ça fait 10 ans qu'on n'entend plus, qu'on voit plus ça maintenant ici. Plus que 10 ans, je pense. Oui, mais là c'est bon. Donc je crois que... Ça s'est accéléré depuis 10 ans, ça c'est certain. Je crois que dans cet esprit, Netanyahou ne lâchera pas ce qui lui paraît essentiel pour la survie de l'État d'Israël et de son peuple. Donc il pourra, comme les autres d'ailleurs, signer tout ce qu'on veut. À partir du moment où l'existence du pays est menacée, il dira « sans moi ». Donc c'est pareil. Il faut rappeler quand même que Netanyahou, qu'on présente comme d'extrême droite, hein, c'est-à-dire que la France insoumise le qualifie d'extrême droite en France, y compris M. Glucksmann et d'autres. Rappelons quand même que Netanyahou a quand même 25 à 30% d'électorat sur sa droite du Likoud. Oui. Hein, voilà, c'est un peu comme Poutine. Rappelons que Poutine, il a 25% d'électeurs. Alors, c'est pas tout à fait sur sa droite, mais en tout cas que ce soit notamment le Parti libéral-démocrate, qui n'est pas plus libéral que démocrate, des héritiers de feu Zirinovski ou du Parti communiste, il s'oppose à Poutine non pas parce qu'il fait la guerre en Ukraine, mais parce qu'il lui reproche de ne pas en faire assez. Hein. On en parlera si vous voulez. Rappelons-le, on en parlera de la Russie, hein, notamment. Et Netanyahou, c'est un peu la même chose. On fait passer Netanyahou pour un homme affreux d'extrême droite, mais Netanyahou est un homme de la droite, alors du centre-droit, de la droite quand même, de droite libérale, conservatrice, nationale, mais il a quand même 25 à 30% de l'électorat, c'est le Parti unifié de la Torah, le Parti nationaliste laïque d'Avigor Lieberman, par exemple, le parti russophone de Nathan Sharansky, qui sont des gens beaucoup plus marqués à droite encore que Netanyahou. Il ne faut pas l'oublier, qui représentent 25 à 30% de l'électorat israélien. C'est ça. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que, vous savez, François, il y a un problème en France, c'est que les observateurs et les commentateurs et les blablateurs veulent tout mettre sous la norme française. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, liberal, ça veut dire extrême gauche. Oui, ça veut dire progressiste. En fait. Dans les années 50-60, ça voulait dire extrême gauche. Et conservatif veut dire libéral. C'est cela, voilà. Bon, donc c'est déjà, vous voyez ça, rien qu'au niveau de la dialectique, c'est très très complexe. Et ici, bon, on le voit avec les élections qui ont eu lieu dernièrement en Amérique du Sud, que ce soit en Argentine ou en Colombie, aussitôt, y compris la droite qu'on prétend comme conservatrice ici, disent que Milei et son homologues colombiens sont des affreux, sont des réactionnaires, etc., etc. Et avec la même dialectique que la gauche d'ailleurs, hein, alors que c'est pas du tout ressenti comme ça. C'est pas les résultats électoraux. Bon, pour la Colombie, on va voir ça d'ici quelques mois, mais pour l'Argentine, la population ne se trouve pas sous une dictature sanguinaire. Elle est sûrement sur le régime le plus libéral, qui respecte le plus liberté fondamentale, parce que rappelons quand même que le péronisme est un mouvement très particulier qui s'est réclamé à la fois de la gauche radicale et également, certains l'ont assimilé au fascisme, mais que sous le péronisme, en des cas, on rognait facilement sur les libertés. Il a fallu notamment, après 83, après la junte militaire, qu'il y ait des péronistes de gauche, de droite, etc., Carlos Menem ou d'autres, etc., il y aurait quand même des choses à dire, mais aujourd'hui, Milei, c'est quand même l'homme des libertés, dans tous les sens du terme, parce que liberté politique et liberté économique, elles se conjuguent. Il ne faut pas l'oublier, c'est l'homme des libertés en Argentine. Voilà. Alors revenons sur nos positions sur le Liban-Israël. Moi, je crois qu'il n'y aura pas d'avancée avant les prochaines élections israéliennes. Parce que soit Netanyahou sera reconduit, soit il sera renversé. Et évidemment, ça redistribue toutes les cartes. Donc là, on est dans l'impasse. Cher Olivier Battistini, est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment et l'aune de vos sentiments sur à la fois les négociations Liban-Israël et sur le plan du retrait de Gaza? Qu'est-ce que ça peut vous inspirer? Écoutez, moi je pense qu'Israël fait ce que nous ne faisons pas, c'est-à-dire tout simplement, puisque les civilisations sont mortelles et que la disparition d'une civilisation est
choses nécessaires, mais on peut retarder cette disparition. Nous, au contraire, puisqu'il sera question tout à l'heure d'Homère, le cheval de Troie, nous l'avons fait entrer et nous avons brisé nos propres murailles. Israël est menacé, Israël se défend, c'est d'une logique lumineuse, et encore une fois, je serais tenté de parler du dialogue des Athéniens et des Méliens, et je suis certain que c'est en harmonie parfaite, puisque les Athéniens, lorsqu'ils sont face aux Méliens, évoquent des nécessités de nature qui font que le plus fort l'emporte sur le plus faible, et que cette nécessité, ce n'est pas une loi, n'est-ce pas, que cette nécessité existait depuis toujours, qu'elle existera plus tard. Ce qui fait qu'on comprend très bien pourquoi Thucydide, au début de la guerre du Péloponnèse, dit, dans une sorte de redondance qui n'en est pas une, il dit au fond qu'il raconte la guerre entre les Athéniens et les Spartiates, mais qu'il raconte la guerre, l'idée même de la guerre, et que les raisons qui font que les Spartiates et les Athéniens s'opposent et s'affrontent, selon les dialectiques que vous avez évoquées tout à l'heure, François, la terre et la mer, eh bien ces raisons, on les retrouvera toujours. Et je peux me servir du dialogue des Athéniens et des Méliens, qui disent donc que cette nécessité qui fait que le fort décide et que le faible s'impose, et qu'il n'y a pas de justice dans les rapports entre les puissances. Il suffit de regarder, comme il y a peu de temps encore, Trump et Poutine entamaient des discussions ne mettant pas les Européens à leur côté, puisque les Européens n'avaient plus leur mot à dire, étant donné qu'ils sont en train de se détruire eux-mêmes. Et ce qui est fascinant, c'est que ces mêmes Athéniens proposent comme choix aux Méliens d'entrer dans l'Empire ou tout simplement de disparaître. Nietzsche a lu le dialogue des Athéniens et des Méliens et en a conçu une véritable peur, parce que ce que raconte Thucydide là, c'est tout simplement ce à quoi nous assistons et en Europe centrale, et au Moyen-Orient, et dans le détroit d'Ormuz, à savoir que les forts décident et qu'il n'y a pas une idée de justice qui empêcherait ces rapports de force d'apparaître avec les conséquences que l'on peut imaginer. Mais ce qui est beau, parce qu'il n'y a pas là, certes, pour les Athéniens, être libre signifie que les autres ne le soient pas. C'est quelque chose d'absolument implacable. Mais il n'y a aucune vulgarité. Hannah Arendt l'a compris, Simone Weil peut-être moins. L'idée, si vous voulez, est que celui qui est aujourd'hui le maître du jeu peut très bien plus tard être soumis à cette même nécessité. C'est exactement ce qu'il y a chez Homère, on en parlera sans doute tout à l'heure. Le pouvoir est chose redoutable pour son détenteur comme pour celui qui le subit. Il y avait, comment dirais-je, vous savez, c'est dans un texte, je pense que c'était lié à une pensée de Georges Dumézil. Il y a comme l'ombre de la corne d'un taureau derrière ces affirmations de Thucydide et ce que racontent les Athéniens aux Méliens. Il y a une mort aristocratique, bien sûr, mais c'est un rapport à la force qui évoque des dialectiques absolument fascinantes. Il y a l'idée que c'est seulement leur tour d'appliquer cette nécessité, cette loi, je mets le mot loi entre guillemets anglais, en sachant qu'aussi bien les Méliens ou d'autres, placés à la tête d'une même puissance, auraient fait de même. Si vous voulez, les Athéniens agissent pour le bien, pour la survie de leur empire,
mais il n'y a aucune haine dans leur attitude. C'est tout simplement quelque chose qui est lié à l'impérialisme. Et ces idées de Thucydide, il y a des idées platoniciennes, il y a des idées thucydidéennes, je dirais, de l'archet, de la puissance. Si vous voulez, c'est qu'au fond, j'ai essayé d'évoquer tout cela dans mon livre, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais prendre l'Empire pour n'être soumis à personne, pour un temps nécessairement bref, telle est la leçon du dialogue des Athéniens et des Médiens, et c'est exactement ce qui nous permet de comprendre la situation, me semble-t-il, à Gaza, au Moyen-Orient. Les Israéliens agissent pour leur survie, et je ne vois pas en quoi on pourrait les critiquer. Bien, merci cher Olivier. Alors nous allons rester dans la région, et là nous allons parler quand même d'un fait qui à mon avis est extrêmement marquant, c'est cet accord entre le Pakistan, la Turquie, l'Arabie Saoudite, qui est un accord, n'oublions pas, défensif. Il a un article qui est comparable à l'article 5 du traité de Washington, le traité atlantique, fondateur de l'OTAN, dont l'OTAN est l'organisation structurée, avec notamment une assistance. Alors parmi ces trois pays, particularité, les trois sont sunnites. Un détient l'arme atomique, le Pakistan. Le Pakistan, d'ailleurs, dans son idéologie atomique, n'a jamais caché qu'il détenait, je cite, la bombe atomique islamique. Ouais. Ils l'ont bien dit, que c'était une bombe atomique islamique. On se souvient même d'ailleurs de Pervez Musharraf, qui pourtant voulait être l'Atatürk du Pakistan. Quand il y avait une tension avec l'Inde, il revêtait notamment le maillot, la veste à col islamique sans cravate. Même Pervez Musharraf, qui a vécu ensuite exilé aux États-Unis, qui voulait comme remodeler en quelque sorte le Pakistan et éradiquer en quelque sorte l'islamisme radical qui est consubstantiel, quand il ne faut pas l'oublier, à ce pays. Donc l'Arabie Saoudite, le Pakistan qui est la puissance nucléaire, l'Arabie Saoudite gardienne des lieux saints, des deux lieux saints principaux de l'islam, la Mecque et Médine, et la Turquie qui est la profondeur stratégique, qui a été quand même au plan historique avec l'Empire ottoman, l'institution, le pays, l'ethnie qui a porté au plus haut, en tout cas, l'étendard de l'islam, puisque l'Empire ottoman a quand même correspondu à la plus grande entité étatique, notamment de l'islam, notamment qui allait pratiquement de la frontière entre l'Algérie et le Maroc, pratiquement jusqu'à l'Iran, qui était même à un moment, en quelque sorte, non pas sous tutelle, mais du moins sous contrôle de l'Empire ottoman. L'Iran s'en est sorti justement en épousant le chiisme. C'était une des raisons pour laquelle l'Iran est chiite depuis le XVIe siècle seulement. Et donc nous avons ces trois pays sunnites majeurs. Alors cette alliance, elle est défensive. Ça veut dire qu'il y a un ennemi commun qui est désigné. Mais le problème de savoir qui est l'ennemi commun du part, c'est l'accord de la Mecque. C'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a une reprise en main des lieux saints et que les lieux saints sont repris quand même par les puissances sunnites, ne pas l'oublier. C'est un défi. N'oublions pas que l'Iran avait toujours eu, notamment comme agenda secret, le fait de vouloir remettre la main sur la Mecque. Souvenons-vous, en décembre 1979, lorsque les soldats du GIGN ont dû se convertir à l'islam et ensuite sont rentrés dans la Mecque parce que les Saoudiens ne pouvaient pas le faire du fait d'interdits religieux, ils ont chassé une secte dont on sait qu'il y avait quand même plus ou moins les Iraniens derrière, une secte millénariste, le séite. On sait qu'il y a eu plusieurs fois des affrontements avec des centaines de morts dans les tunnels de la Mecque entre des Saoudiens et des Iraniens, ou du moins entre des pèlerins sunnites et l'Iran. L'Iran, en tout cas, revendique en quelque sorte les lieux saints. Les chiites ne sont pas, en tout cas, des dissidents. Les chiites se reconnaissent comme les vrais musulmans, c'est-à-dire notamment ils considèrent qu'il y a une préséance familiale du fait qu'ils sont issus de Ali, du gendre de Mahomet, du prophète, et que le drapeau de l'islam doit leur venir. Là, les sunnites, en effet, ramassent. Alors, est-ce que l'Iran est l'ennemi commun? Mais il n'y a pas que l'ennemi commun, puisqu'on sait que ces pays, le Pakistan n'a pas de relation avec Israël et qu'il est hostile. L'Arabie Saoudite n'en a pas non plus, même s'il y a eu signature des accords d'Abraham avec son accord. Mais nous, on ne prie pas une chose, c'est que l'Arabie Saoudite ne signera jamais les États d'Abraham tant qu'elle n'aura pas accès aux lieux saints, avoir un lieu saint à Jérusalem. Elle est gardienne des lieux saints dans sa titulature. Donc l'Arabie Saoudite ne signera pas les accords d'Abraham si elle n'est pas assurée d'un statut spécial sur les lieux saints et en fait d'un recul de la souveraineté israélienne sur la vieille ville de Jérusalem. Et enfin, quant à la Turquie, aujourd'hui, si elle entretient des relations diplomatiques avec Israël, celles-ci sont au bas niveau.
Rappelons que la Turquie avait reconnu dès 1948 Israël, elle ne se considérait pas comme tenue notamment par la solidarité arabe, de la Ligue arabe qui se formait au même temps, qui se formait en 1945 par le pacte du Caire. Mais ces pays, en tout cas aujourd'hui, développent, alors peut-être moins l'Arabie saoudite, mais développent quand même une certaine hostilité, voire une défiance par rapport à Israël. Alors, que signifie ce pacte, Pascal Mas? Quelles sont les perspectives de ce pacte? Rappelons quand même qu'il y a une puissance sunnite qui n'a pas été invitée, qui est l'Égypte, qui est quand même l'autre grand pays sunnite dans la région, que sur ces 3 pays, 2 ne sont pas arabes, rappelons-le également, ça a une certaine importance, mais que les 3 sont sunnites, et c'est bien sûr l'accord de la Mecque. Alors que signifie ce pacte, et qui est, à partir du moment où il y a une stipulation notamment d'un mécanisme de solidarité et de défense, qui est l'ennemi? Alors, François, vous avez tout à fait raison de mentionner cet article qui moi, m'a mis dressé les cheveux sur la tête, c'est-à-dire ce pacte d'assistance automatique en cas d'agression. C'est-à-dire, c'est une traduction dans ce pacte tripartite de l'article 5 de la Charte de l'OTAN. C'est-à-dire qu'un pays est attaqué, les deux autres lui doivent assistance. Alors, chercher l'ennemi, etc., c'est tout à fait plausible. Mais, pardon, oui. J'ai regardé attentivement qui sont les protagonistes. Vous avez dit tout à l'heure que le Pakistan, c'est une des plus grandes nations musulmanes. C'est la deuxième, après l'Indonésie. Et avant l'Inde. Il me semble que le Bangladesh était deuxième. Non, c'est le Pakistan. Non, c'est le Pakistan. Sur 242 millions d'habitants, il y en a 86% qui sont musulmans. Ils sont tous musulmans. Il y a une grosse minorité de 25% de chiites. Mais ils sont à 99% musulmans. Il y a des chrétiens, puis d'autres sectes, etc. Donc, qui sont très minoritaires et qui d'ailleurs vivent très très mal leur présence là-bas. Après, dans les pays musulmans, donc premier Indonésie, deuxième Pakistan, troisième c'est l'Inde. Donc vous avez 170, 180 millions de musulmans, près de 200. Alors, 200 maintenant, 201 je crois. Donc ces choses-là, ça compte. Et la Turquie et puis l'Arabie Saoudite à côté, c'est petits pays, c'est 85 millions pour les Turcs, 20. Ils ont dépassé les 30 millions, je crois, en Arabie Saoudite. Oui, enfin bon. Par rapport aux deux autres. Il y a une grosse croissance démographique en Arabie Saoudite et en Turquie aussi. Alors ça, c'est déjà un fait. C'est un fait, c'est que sur cette entité de 3 pays musulmans, il y en a quand même 2 qui comptent beaucoup, donc le Pakistan et la Turquie, et pas n'importe comment, et surtout dans l'aspect religieux. Deuxième chose, pacte d'assistance. En cas d'agression, les 2 autres doivent venir au secours du troisième. Si la Turquie se sent agressée ou est agressée par quiconque, donc selon la charte qui a été signée par les trois pays que nous avons cités, la Turquie fait partie de l'OTAN. Donc imaginez que la Turquie soit... à la suite d'une provocation quelconque, venue de je ne sais qui, se sent agressé. Non seulement les pays de l'OTAN doivent lui venir en aide, mais également les 2 autres dont on vient de parler. Ce n'est pas forcément les mêmes intérêts. Troisièmement, l'Iran et l'Arabie Saoudite sont membres des BRICS. La Turquie n'en fait pas partie, bien sûr. Le Pakistan les BRICS ne sont pas un accord de défense, cher Pascal. Même si je sais que vous tenez beaucoup aux BRICS. C'est pas un accord. C'est un accord de rien du tout. C'est un accord de coopération multifonction qui fonctionne entre les gens qui ont envie de travailler ensemble. Mais je veux dire par là, c'est que les intérêts des uns sont pas forcément dans une autre alliance les mêmes que ceux des autres. Donc tout ça, ça mérite d'être vu avec un petit peu plus de sérieux que ce que ça n'a été fait depuis
la signature de cet accord. Parce que, vous l'aurez remarqué, à part sur cette antenne où nous en parlons de manière très sérieuse, les autres médias s'en foutent complètement et pour eux, c'est un accord entre marchands de chameaux et de marchands de chèvres. Donc, c'est vraiment... Ils ont grand tort, en tout cas, de ne pas se préoccuper de cet accord. Mais cher François, c'est pareil partout. C'est cette arrogance occidentale de considérer que tous les autres sont restés au 19e siècle. Donc c'est très grave. Moi, j'étais très très inquiet. J'ai eu des garanties, des confirmations sur la nature du reste de l'accord, mais il n'y a pas... En plus... Il y a des questions d'armement. L'essentiel de l'armement de ces pays-là est américain. Bon, il peut y avoir des retournements de situation. Cet accord arrive à un moment qui est très préoccupant parce qu'on ne sait pas trop qui marche avec qui, parce que les Turcs et les Saoudiens, c'est pas un couple idéal, et les Pakistanais, c'est encore moins. Les Pakistanais ont quand même, comme les Turcs d'ailleurs, l'avantage d'avoir une frontière terrestre avec l'Iran. Donc ça leur donne un magistère supplémentaire pour pouvoir mener des négociations. Donc c'est quelque chose de très important. C'était très mal traité ici. Bon, c'est le mois d'août, tout le monde s'en fout, tout le monde va en vacances, mais c'est pas vrai. C'est très grave, c'est très important. Ça mérite une attention soutenue, et on va voir ce que ça va donner. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'ambivalence perpétuelle d'Erdogan. Un jour, je suis dans l'OTAN, un autre jour, je suis dans une autre alliance, etc., etc. Ça peut mal finir. Donc, heureusement, il est en fin de mandat, mais c'est très préoccupant. La Turquie, c'est pas un pays, vous l'avez mentionné, François, tout à l'heure, en début d'émission, c'est qu'il contrôle les détroits du Bosphore, des Dardanelles, et c'est une puissance importante. J'ajouterai quelque chose à ce thème, c'est que, ça aussi s'est passé à l'As, c'est que la Syrie a renouvelé son accord de présence de la Russie sur la base de Tartus. Alors oui, c'est renégocié, et l'aéroport de Hermène. Voilà, c'est l'attaque en vérité. Hein. Donc... dans des conditions différentes qui sont tout à fait acceptables, que la Russie a acceptées. Et ceux qui espéraient pouvoir se prendre la place en se disant « ça y est, on a viré les Russes de la Méditerranée de l'Est », eh bien, ils en sont pour leurs pieds. Et à commencer par les Israéliens. Vous les avez mentionnés tout à l'heure, les Israéliens voulaient étendre leur sphère d'influence maritime. Ben, c'est raté. Donc là aussi, c'est passé entre la météo et le tiercé, mais c'est très important. C'est d'un point de vue diplomatique et géopolitique, c'est très important. Merci Olivier Battistini. Alors, avant de passer la parole à Olivier Battistini, je passe la main à la régie. Alors, je remercie d'ailleurs Claudio pour sa présence très très sympathique et efficace, qui a une annonce pour vous. Chers amis de Radio Courtoisie, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Nous sommes désormais disponibles gratuitement en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Apple Podcast. Politique, société, religion, littérature, histoire et culture. Retrouvez désormais toutes vos émissions préférées directement dans vos téléphones. Bien, merci. Nous reprenons donc sur le même sujet. Cet accord dit de la Mecque entre l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan. Cher Olivier Battistini, je suis sûr que ça a chez vous des réminiscences du monde hellénistique. Écoutez, il faudrait évoquer la geste d'Alexandre et l'affrontement entre deux civilisations. Mais chez les Grecs, il y avait la certitude qu'ils étaient par le logos, par la philosophie, par l'invention des principes qui permettent de comprendre l'origine des choses. Ils avaient la certitude de leur force, de la beauté de leur pensée, qui leur donnait à la fois la suprématie guerrière, mais aussi l'art extrême du politique. Et pourtant, Hérodote ne méprise pas les Perses.
au contraire, il s'étonne. Il ne sait pas comment peut-on être persan, mais comment peut-on ne pas être grec, à la limite, dirais-je pour Hérodote. Et en ce qui concerne Alexandre, il est fasciné par les Perses. Et il va, comment dirais-je, bien avant les Romains, qui ont mis des siècles à comprendre qu'il fallait, pour dominer, associer les vaincus à l'Empire. Alexandre l'a compris immédiatement. Et ça, c'est quelque chose qui est remarquable dans les relations entre civilisations. Les Grecs ne méprisaient pas l'autre, ils avaient la certitude cependant de leur excellence. En revanche, en ce qui concerne les univers monothéistes, on assiste à des affrontements qui ne sont plus seulement des affrontements politiques ou des affrontements liés à une opposition des contraires. Ce sont des affrontements qui sont liés à la haine de l'autre, très souvent. Il suffit de regarder les différentes guerres de religion, et c'est assez fascinant à observer. Et donc, j'ai l'impression que, au-delà de ce que je pourrais dire sur Alexandre, qui est cosmocrator et maître de guerre parce qu'élève d'Aristote, et il ne faut pas oublier que Aristote avait dit à Alexandre de traiter les barbares comme des animaux ou même comme des plantes. Mais dialectiquement, Alexandre suit les leçons de son maître, il impose la loi grecque en associant les vaincus à l'univers grec. Et la conséquence, vous le savez très bien, c'est tout simplement une civilisation étrange qui va s'appeler la civilisation gréco-bactrienne, où il va y avoir des échanges qui avaient eu lieu. D'ailleurs, Alexandre a rencontré les gymnosophistes et a écouté les sages et était très étonné de voir qu'il y avait des correspondances et des possibilités de se comprendre mutuellement. Moi, ce que j'observe, c'est que justement, lorsque les Perses ont assisté pour la première fois de leur vie à des représentations théâtrales, et en particulier les fameuses bacchantes d'Euripide, ils ont découvert ce que Jean l'Auxerrois appelle la mise en présence, c'est-à-dire la représentation par le théâtre d'une réalité qui est de l'ordre de la métaphysique. Et ce choc représente pour moi la rencontre de deux civilisations. Les Grecs sont capables de se prendre eux-mêmes comme objet d'analyse, et le choc va être tel qu'il va y avoir des influences jusqu'au Japon de ces représentations théâtrales, cette mise en présence. Les souffrances, par exemple, j'oserais vous dire que à propos de cela, la fameuse théorie de la mimésis et de la catharsis chez Aristote, qui font que, puisque je sais que le personnage, persona en latin c'est le masque, le personnage ne meurt pas, l'acteur ne meurt pas, c'est le personnage qui meurt à la fin, et donc je suis dans une sorte de purgation des passions, la catharsis c'est cela, et j'ai donc moins peur. Et c'est à ce moment-là que les souffrances d'Antigone deviennent miennes. On passe du particulier à l'universel. C'est ça la rencontre entre la civilisation grecque et la civilisation qui ne l'est pas, c'est-à-dire les fameux barbares, ceux qui parlent par onomatopée. Et vous me parlez donc d'un univers que je connais peu, mais je sais que comment dirais-je, les guerres de religion sont les guerres les plus terribles. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, c'était la date de la Saint-Barthélemy. Les catholiques et les protestants sont opposés.
Il était question il n'y a pas longtemps de la bataille de Lépante, l'émission auparavant en parlait, un affrontement terrible en Méditerranée, et chez nous, sur les côtes de Corse, il y a des tours partout pour prévenir l'arrivée des razzias, des sarrasins. Et donc, je ne peux que observer cela avec un intérêt et comprendre au fond que ce que je disais sur les Grecs me permet de comprendre à nouveau ces rapports de force qui sont certes différents, mais qui participent d'une logique à peu près semblable. La guerre dit à la fois l'harmonie d'une civilisation, elle est le signe paradoxal, dirais-je, de sa survie, mais aussi de sa disparition future. Et j'ai l'impression qu'avec ce que vous avez raconté tous les deux, voici avec des hommes politiques, d'un côté, par exemple, Trump, qui pour moi symbolise l'instinct, la bête de proie et le chasseur, et de l'autre, vous avez Poutine, qui observe toutes ces relations que vous avez explorées dans les univers multiples de l'espace géographique. Vous avez un maître du zugzwang, c'est-à-dire ce fameux coup aux échecs qui fait que l'adversaire perd parce que uniquement c'est à lui de jouer. Et Vladimir Poutine est un grand maître du jeu d'échecs et de ce coup qui s'appelle le zugzwang. Et voici donc le retour, finalement, du grand jeu des impérialismes, selon l'expression de Kipling, le tourbillon des ombres sur les échiquiers de la géopolitique. Et voici qu'apparaissent la guerre d'attrition, l'art opératoire et la guerre discriminatoire, l'art opératif, et la guerre de discrimination dont parlait Mircea Eliade, et tout ça, qui sont au cœur même d'une politique contemporaine et qui peut permettre de comprendre aussi bien les affrontements entre les grandes puissances, et d'autre part les affrontements entre les civilisations, qu'il s'agisse d'intérêts économiques ou qu'il s'agisse de choix religieux. Merci, cher Olivier. Alors, nous passons à un autre sujet. Là, la question justement des ingérences russes en France. Alors, on a eu l'affaire Xenia Fedoradia, et là, on a maintenant M. Gabriel Attal, M. Édouard Philippe, qui nous disent qu'ils sont sujets à des ingérences russes. M. Gabriel Attal, qui d'ailleurs a perdu de façon assez lamentable un procès, puisqu'il avait reproché à Marine Le Pen de mettre Renaissance, reproché le portrait de Marine Le Pen, bras large, de mettre Renaissance, et que Renaissance était son parti. Donc Gabriel Attal a été bien sûr débouté en référé. Je pense qu'il devrait continuer, faire un procès peut-être à François Ier, à Du Bellay, à Ronsard et à Rabelais, qui utilisaient le terme de Renaissance. Oui. Donc je suggère à M. Gabriel Attal, qui découvre la France, Gabriel Attal est sorti du 6e arrondissement de Paris. Le premier grand effort qu'il a fait dans sa vie, c'était de franchir la Seine quand il est passé de l'école alsacienne à Sciences Po. Là, il fait un effort, il a franchi le périphérique, et on le voit à côté de Silo-à-Grain. Donc M. Attal, je suggère de continuer en parallèle son introspection géographique à l'introspection historique, et peut-être à faire un procès à tous les génies de la Renaissance. Voilà, cela dit, M. Attal comme M. Édouard Philippe, qui accuse la Russie de faire des ingérences, alors là, c'est quelque chose d'inquiétant, parce que bien sûr, il s'agit d'une pitrerie, d'une bouffonnerie énorme, parce que imagine-t-on quand même Vladimir Poutine, qu'on soit pour ou contre lui, téléguider les cerveaux par de l'intelligence artificielle et mettre le bulletin qu'il veut dans l'urne. Mais si vous voulez, il y a eu quand même une plaisanterie qui s'est quand même mal terminée il y a quelques mois. C'était en Roumanie, où Călin Georgescu, le candidat national et souverainiste qui avait été normalement largement élu, passé le premier tour, on a tout simplement annulé l'élection en racontant, tenez-vous bien, que c'était TikTok. Donc là, c'était les Chinois, c'était pas les Russes, c'était pratique, qui avait favorisé l'élection. Je crois que là, on est véritablement rentré dans une phase de mystification et d'escroquerie généralisée avec ces pseudo-ingérences dont on parle de partout. D'ailleurs, on ne parle pas, par contre, des ingérences de l'Algérie, notamment qui ont eu lieu au municipal via un certain nombre de candidats de la France insoumise. On ne parle pas d'ingérence notamment de l'Union européenne elle-même qui recommande en effet
de voter parfois pour des candidats et qui prend un certain nombre de positions. Donc il faudrait quand même se poser la question de savoir si cette question de l'ingérence, finalement, qui peut en effet prêter à sourire, n'est pas une affaire sérieuse, et si finalement, en ligne de mire, parce que je pense tous en boîte, l'affaire Xenia Federova, la mise en gaz de l'Arcom à CNews, qui est une plaisanterie, c'est-à-dire à François-Olivier Gisbert, qui est quand même quelqu'un qui a peut-être 50 ou 60 ans d'analyse politique, qui est un des hommes les plus fins, les plus faits, les plus sensés au plan d'analyse politique. On s'est permis de taper sur les doigts de François-Olivier Gisbert, tout simplement parce qu'il avait dit qu'il ne se sentait pas bon juif à Roubaix. Moi, je pense qu'il a eu tort de dire je pense qu'il a eu tort de dire pour une raison, c'est qu'il n'a plus à avoir beaucoup de juifs, si ce n'est un seul juif à Roubaix. Donc, je pense que sa phrase n'avait peut-être pas de portée, au vu de ce qui s'est passé ce qui se passe depuis plusieurs années dans cette ville. Donc, finalement, cette affaire Jean-Zérance, elle est quand même à prendre au sérieux, parce qu'il n'est pas dit également qu'il y a un coup de théâtre, que l'élection présidentielle française, surtout quand on voit qui était à la tête du Conseil constitutionnel, une courroie de transmission macronienne, qui est Richard Ferrand finalement, plus l'action du service public d'un certain nombre de médias, je pense à Libération, Le Monde, les réseaux Pigasse et consorts, et bien finalement, est-ce que cette histoire des ingérences, notamment des fake news qui vont ensemble, c'est pas finalement en quelque sorte la volonté de tuer dans l'œuf toute expression démocratique. Pascal Mas. Évidemment, je ne peux que vous approuver, d'autant plus que je connais personnellement Xenia. On s'est rencontrés plusieurs fois à l'époque où elle dirigeait RT France, où d'ailleurs il y avait des journalistes français tout le monde était français d'ailleurs, par elle, qui travaillaient sans la moindre pression, sans avoir de directive d'un comité éditorial ou quoi que ce soit, et que ce soit à RT France où il y avait des journalistes français qu'on trouve maintenant sur le service public ou ailleurs, ou sur RT en anglais, donc la version anglophone, avec des journalistes américains de premier plan, qui n'ont pas du tout eu l'impression d'être la courroie de transmission d'une propagande du Kremlin. Bon. RT France existe toujours, mais elle émet depuis Moscou. Donc on peut capter avec un VPN, on peut capter RT en français. C'est RT en français, c'est pas RT France. Hein. C'est RT en français. D'ailleurs, c'est le premier média francophone d'Afrique. RT en français, c'est le premier médium. Voilà. Bon, Xenia, pour revenir à elle. Bon, évidemment, j'ai une attache personnelle à Xenia parce qu'elle est née à Kazan. Et République du Tatarstan. Donc vous avez été le conseiller du représentant en France. Exactement. Mais c'est surtout que c'est une femme très modeste et qui travaille beaucoup et qui a toujours été dans la légalité. C'est-à-dire que elle a eu les pires avanies pour ouvrir RT France. D'ailleurs, il y a le patron c'était pas l'Arcom, mais c'était un autre truc, enfin le même genre. C'était Olivier Schramek, qui était le directeur de cabinet de Jospin. C'était le CSA avant. Oui, voilà. Et qui avait été le directeur de cabinet de Lionel Jospin. De Jospin, c'est ça. Voilà. Donc ça commençait déjà. Comme chacun sait, on met des personnalités neutres dans ce genre de commission dite indépendance. Voilà. Totalement neutre et bien loin de toute forme de compromission. Donc elle avait déjà eu des soucis. D'ailleurs, tout ça c'est relaté dans son remarquable livre dont le titre est Banni aux éditions Fayard, que je recommande à tous les auditeurs de Radio Courtoisie, parce qu'elle raconte tout depuis sa naissance jusqu'au moment où on lui a fait fermer sa chaîne il y a 3 ans maintenant. Influence. Moi, je veux bien. Il y a d'autres chaînes étrangères qui émettent sans problème sur le spectre audiovisuel français. Il y en a des centaines, en fait, quand vous regardez. En effet, sur CNews, vous avez des chaînes africaines, maghrébines, chinois, il y a des centaines de Al Jazeera, I24, tout ça, il n'y a pas de problème. Ils peuvent déverser tout ce qu'ils veulent. Puis là, on sait en plus que CCTV, la chaîne chinoise, c'est une chaîne de propagande de Pékin. Mais ça gêne pas, c'est pas de l'influence, ça. I24, c'est à peu près la même chose. Al Jazeera, je vous fais même pas de dessin, mais il faut pas se fâcher avec le Qatar, parce que le Qatar égale le PSG, et le Qatar, il y a avec le PSG, il y a beaucoup plus que le PSG. Les fonds qui permettent à l'État de continuer à s'endetter. Bon, donc, puis alors, bien sûr, ce que je gardais pour la fin, c'est l'influence américaine. Hein, parce que
je ne sais pas si vous connaissez, François, la Franco-American Foundation, qui a un programme qui s'appelle le Young Leaders Program, qui est un stage dans lequel Édouard Philippe... Alors, Édouard Philippe, c'est sûr, Macron aussi. avait été membre, mais Macron aussi. Hein. Voilà, c'est-à-dire c'est un programme de formation d'influenceurs sous forme de stage qui se déroule aux États-Unis, sous, bien entendu, la bienveillante autorité de la CIA, auprès de personnalités qu'on estime être porteurs d'un potentiel de gouvernance dans le futur. C'est pour ça que ça s'appelle le Young Leaders Program. Et je le dis en anglais parce que c'est comme ça que ça se dit. Donc, c'est le programme des futurs gouvernants, si vous préférez. Mais donc ça, c'est pas de l'influence non plus. Tout à l'heure, François, vous parliez du film Odyssée. On va en parler tout à l'heure. Oui, non, mais je veux dire que globalement, le déferlement du cinéma américain sur les écrans européens ou du monde, on va pas dire que c'est pas de l'influence non plus, que Hollywood, c'est une petite officine qui fait des dessins animés pour les enfants. Non, c'est des films comme Top Gun, etc. C'est de l'influence, c'est de l'influence souple, si je vais dire, parce qu'ici, faut pas dire soft power. Bon, donc c'est très grave parce que c'est comme pour le reste, deux poids deux mesures. Il y a l'affreuse Xenia et puis il y a tous les autres gentils qui peuvent déverser toute leur propagande, toutes leurs horreurs sans le moindre problème parce que eux, c'est des gentils. Hein. Donc, j'ai entendu tout à l'heure, ce matin, comment ça s'appelle, délégué ou ministre délégué, je sais pas quoi, auprès du ministre de l'Intérieur, dire que, je cite, que tous ceux qui ont utilisé les images de Ceuta, on va reparler de ça tout à l'heure, sont des ennemis de la France et de l'Europe. Hein, des ennemis. Bon. Ceux qui veulent se défendre contre l'immigration, invasion, sont des ennemis, on l'a bien compris. Quand un sous-ministre du gouvernement en exercice dit que ceux qui répètent pas la doxa globale sont des ennemis, mais où sommes-nous ? Hein. Alors tout à l'heure, François, je crois, Olivier, vous parliez du fait que Voltaire se retournerait dans sa tombe. Mais moi, j'en connais un qui doit faire hélicoptère, c'est Solzhenitsyn. Parce que là aussi, en ce qui concerne... Et là, je le dis souvent, François, vous m'avez déjà entendu le dire, dans l'atmosphère dans laquelle nous sommes actuellement en France, je retrouve l'URSS de Brejnev. Par les méthodes, par la dialectique, par les réseaux d'intimidation, par les critiques des propres confrères, je pense à Xenia bien sûr, et à Franz-Olivier Gisbert, qui sont non seulement pas soutenus par leurs collègues, leurs confrères et consoeurs, mais qui sont en plus attaqués. Et là, ça me rappelle les lettres, les publications abominables de l'Union des écrivains de l'URSS contre Solzhenitsyn et contre d'autres. Et pareil, l'Union des scientifiques contre Sakharov ou contre Pliouch. Donc je retrouve cette époque, ça me désole. Bon, ça me rajeunit un peu, c'est vrai, mais ça me désole de voir ça en France. Cher Olivier, quelques mots sur ces ingérences russes présumées. Eh bien, tout simplement, d'abord, je veux rétablir une petite erreur que j'ai faite tout à l'heure. La guerre discriminatoire, ce n'est pas de Mircea Eliade, mais de Carl Schmitt. Excusez-moi, j'ai parfois une mémoire poreuse. Et justement, je peux, en conséquence, en parler immédiatement. C'est Carl Schmitt qui, dans la guerre discriminatoire et logique des grands espaces, parle de la guerre juste à propos de la tyrannie des valeurs. Et il dénonce un ordre juridique où les ennemis, moralement discrédités, qualifiés de criminels en guerre contre l'humanité, les ennemis de l'humanité tout entière, il répète tout cela, déclarés non humains, hors la loi, hors l'humanité, ne doivent pas seulement être battus, mais définitivement éradiqués dans une guerre menée jusqu'à sa plus extrême inhumanité. Je répète, ceux qu'on déclare comme étant hors de l'humanité, ceux qui sont dits non humains, qui sont des criminels en guerre contre l'humanité, eh bien contre ces gens-là, et Carl Schmitt anticipe vraiment ce qui se passe, dont on parlait ensemble tous les trois à propos de Xenia Fedorova et donc de l'autre, eh bien l'autre est déclaré comme étant non seulement non humain, mais qu'ils doivent être
qui doit être affronté, battu, éradiqué dans une guerre menée jusqu'à sa plus extrême inhumanité. Et là, tout simplement, non seulement il est question de censure, mais cela va beaucoup plus loin. Nous sommes au cœur même d'une stratégie qui a été révélée par, au fond, l'histoire du cheval de Troie dans l'Iliade. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais présenter Ksenia Fedorova comme une espionne ou un agent de la Russie, en sachant que les Américains qui ont débarqué en Normandie, et selon une propagande, il est dit qu'ils sont venus là pour nous sauver, alors qu'on le sait très bien, c'est presque une banalité de le dire, qu'il était question qu'il y eut une France vassalisée ou dominée. Il y avait déjà des billets tout faits pour impliquer, pour réaliser tout cela. Et par leur propagande, le fameux Jour le plus long par exemple, et on parlait tout à l'heure de Top Gun et d'autres films, l'idée a été imposée que ce sont les Américains qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, alors que, me semble-t-il, les Russes ont joué un rôle plus qu'essentiel, ayant sacrifié 20 millions de jeunes gens pour affronter le nazisme. Et l'Europe elle-même, l'Europe, dont je ne parle pas de l'Europe aux anciens parapets de Rimbaud, mais je parle de l'Europe, celle qui est revendiquée par par les Macron, le président de la République Emmanuel Macron et Van der Leyen, cette Europe-là a été pilotée et commandée dès l'origine par les Américains. Et Jean Monnet. Pardon ? Et Jean Monnet. Bien sûr, c'est évident. Et donc, vous avez totalement raison comment dirais-je, vous savez, dans la caverne de Platon, il y avait des individus, des prisonniers attachés, et qui voyaient au fond de la caverne, au fond, Platon invente le cinéma, où il y avait des ombres, et ces prisonniers prenaient les ombres pour la réalité. Et il y en a un qui est sorti et qui a vu le soleil des idées, qui est revenu, etc. Vous connaissez l'allégorie, ce n'est pas un mythe, c'est une allégorie. Mais aujourd'hui, c'est pire, parce que les gens qui déclarent Ksenia Fedorova agent de l'impérialisme russe, ces gens-là ne sont pas prisonniers des illusions. C'est eux qui les commandent. Ce sont eux les marionnettistes qui agitent les marionnettes sur le mur. Voilà, juste une réponse de Pascal Masse. Oui, cher Olivier et François, ça vous concerne aussi. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre qui est sorti il y a quelques années déjà d'Umberto Eco, qui s'appelle La fabrique de l'ennemi. Donc, Bien sûr. Et ça a été repris dernièrement d'ailleurs. C'est exactement ça. Ça a été repris dernièrement par Emmanuel Todd. Et qui depuis, bien sûr, comme il a repris cette thèse, est interdit de séjour. Il faut déclarer, Julien Freud et Charles Mills, il faut nommer l'ennemi. Oui, voilà. Donc il faut créer un ennemi pour pouvoir terroriser sa propre population et lui imposer des dépenses somptuaires en matière d'armement pour faire fonctionner une industrie et en disant attention, il faut... Et là, ce discours, nous l'entendons tous les jours. Oui. Que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Washington, que ce soit à Paris, la démonstration ridicule du 14 juillet en est l'illustration la plus proche de nous d'aujourd'hui. Et ça, c'est un processus qui est codifié et qui a pour objectif d'asservir la population en la terrorisant. Alors, on la terrorise... Ce que je vous disais tout à l'heure, le fameux gros animal des démagogues, les conducteurs de peuple que dénonce Platon. Voilà. Vous voyez Bien, je souhaiterais avancer. Je suis très content. Parce que vous savez, je suis j'étais en lien il y a quelque temps, mais hélas, il n'est plus, avec Gérard Chalian, mais aussi avec Sylvain Ferreira,
et Nicolas Mirkovic et Slobodan Despot, qui sont des amis et qui ont la grâce de me guider par leur pensée de la stratégie et de la géopolitique contemporaine. Moi, j'éclaire avec comment dirais-je, l'extrême contemporain par le regard des Grecs, et le dialogue que nous avons entamé grâce à François ici peut montrer à quel point, au fond, les choses sont... Vous savez, le fameux piège de Thucydide dont parle Allison dans son ouvrage à propos des affrontements d'empires, montre bien à quel point toutes les questions que nous avons dites, que nous avons évoquées, sont déjà contenues chez Homère, chez Thucydide, etc. Et d'autres, pardon, excusez-moi pour le etc., il n'est pas beau, et d'autres Grecs tout aussi fascinants. Et comment dirais-je, la désinformation arme de guerre... Cher Olivier, nous allons abréger parce que sinon vous n'avez pas avoir de temps pour parler de vos activités. Je voulais parler de Ceuta et Melilla, notamment. Dire que notamment aujourd'hui, il y a quand même une menace, et notamment le fait que Schengen soit quand même remis en cause aujourd'hui, et également du fait notamment de la politique folle du Premier ministre espagnol. En une minute, Pascal Mas, sur Ceuta, Melilla. Non, ça ne sera pas une minute, ça sera 2, parce qu'il faut revenir pas plus. Ouais. Ça sera 2 minutes. Bon, donc d'abord, ça ne concerne que Ceuta. Melilla n'a pas été approché, c'est beaucoup plus loin. Ceuta, c'est juste à 13 km en face des côtes espagnoles continentales. Donc évidemment, c'est le point le plus proche de l'Union européenne. Ce que je voulais dire aussi, c'est que tout le monde parle, alors évidemment tout le monde est devenu expert de Ceuta, du statut de Ceuta depuis dimanche dernier. Ce qu'il en est, c'est que ce qu'on a vu, c'est que déjà, beaucoup de ces jeunes gens qu'on a vus sur les plages, ils n'ont pas le type maghrébin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors c'est vraiment maghrébin du sud-sud. Donc, il est tout à fait probable qu'il y ait une énorme manipulation dans l'arrivée de ces jeunes gens sur le territoire espagnol de Ceuta, et que cette manipulation est orchestrée par un État. Alors certains disent que c'est le Maroc, bon, pourquoi pas, c'est quand même, effectivement, Ceuta est frontalière du Maroc. L'Algérie qui dit rien, mais trouve ça très amusant de voir les Européens trembler en voyant des vagues de migrants potentiels. Donc, comme nous le savons tous, l'Algérie est un pays ami et nous avons des intérêts anciens et nous entendons parfaitement avec le président Tebboune qui est un grand démocrate. Bon, ceci étant dit, je vais remonter un petit peu plus loin. Il y a une autre puissance qui dit rien, mais qui agit toujours et que c'est pas la première fois, ce sont les États-Unis. Pourquoi dis-je ça ? C'est parce que la prise de contrôle du Maroc et du détroit de Gibraltar, ça remonte à 1941. 42, pardon. C'est-à-dire le débarquement à Casablanca et la conférence de l'ANFA ensuite. Pilotée militairement par le général Patton et politiquement par Roosevelt et par Eisenhower, avec l'objectif de prendre le contrôle du Maroc et notamment du détroit de Gibraltar avec les alliés britanniques d'un côté et la neutralité bienveillante de Franco de l'autre côté, pour empêcher, bien sûr, les Allemands de prendre ce contrôle. Parce qu'il y avait un projet, heureusement Hitler l'a rejeté, d'attaquer Gibraltar pour en prendre le contrôle. Et bien entendu, prendre le contrôle du détroit. Merci Pascal Mas. Alors, on n'aura pas le temps de parler d'Ukraine parce que je vais laisser la parole à Olivier Battistini. Alors, Olivier, vous avez 4-5 minutes pour nous parler notamment de l'Odyssée, du film de Nolan, et 4-5 minutes pour nous parler de l'événement que vous organisez. Nous vous écoutons sur l'Odyssée. C'est terrible quand on est athénien, de devenir brutalement spartiate. Alors, allez-y. Je vais essayer. Donc, pour l'Institut Iliade et pour le Figaro Histoire, j'ai dû aller voir le film de Nolan. Et je l'ai vu en plus en version française, ce qui n'est pas très agréable. Alors, ce film est vraiment... pour moi, non pas un mauvais film dans le sens où il serait raté, c'est que c'est surtout un film qui a un but. Il s'agit de déformer une œuvre fondatrice
Et le fait de vouloir toujours actualiser. Vous savez, je considère qu'un artiste a le droit d'interpréter. J'ai vu le film des frères Cohen, Oh Brother, et je me suis régalé, et je me suis amusé, et j'ai apprécié l'interprétation libre de l'Odyssée. Ce que je ne supporte pas, c'est quand il y a, voyez-vous, une œuvre qui est, comment dirais-je, grande et belle, et qui est immortelle, et donc intemporelle. Et quand on veut l'actualiser, et j'ai horreur de ce mot, je l'ai déjà dit tout à l'heure peut-être, je ne sais plus, on veut l'actualiser, on la fige. Et surtout quand il s'agit de l'actualiser selon une idéologie que je vais rapporter tout de suite, on lui enlève ce qui faisait qu'elle était présente. Vous comprenez, Peggy disait Homère est nouveau ce matin, alors que le journal d'aujourd'hui est déjà vieux. Non seulement Nolan n'a pas respecté le scénario audacieux d'Homère, qui commence brutalement 20 ans après la guerre de Troie à Ithaque. Ensuite, on trouve Ulysse chez Calypso, celle qui cache, où il fait le choix de la mort et refuse la boisson de la jeunesse éternelle pour revenir dans le monde des hommes et conquérir l'immortalité par le choix de la mort, pour que les hommes du futur prononcent son nom. Ça a été évidemment raté complètement. Et ensuite, il se retrouve chez les Phéaciens, où il entend Énaède qui raconte la geste des Grecs. Et il pleure, parce qu'il est doué de larmes. Et à ce moment-là, Homère laisse la parole à Ulysse, qui raconte toutes ses épreuves, jusqu'à ce qu'il arrive chez Calypso. Et on retrouve à ce moment-là le temps présent à Ithaque. Et non seulement il n'a pas respecté ce scénario audacieux, mais surtout il a transformé l'œuvre. Manque toutes les choses qui font rêver. Il manque par exemple la nostalgie de ce qui aurait pu être, manque les ombres que Tirésias fait apparaître lorsque Achille dit à Ulysse ne parle pas de la mort, ami, à la légère, j'aurais préféré être un simple métayer à la lumière du jour qu'ici être roi d'un peuple d'ombre. Il rate l'affaire de Calypso, qui est la fille d'Atlas, comment dirais-je, qui connaît les abîmes de toute mer, les grottes profondes, et il rate toutes les interprétations d'ordre métaphysique. Plotin avait parlé, bien sûr, du séjour chez Calypso comme étant une véritable allégorie. Et il rate aussi Circé, et surtout, non seulement il rate Circé, qui est, comment dirais-je, l'enchanteresse aux cheveux semblables aux rayons ardents, un visage qui brille d'un magnifique éclat et qui jette autour d'elle la splendeur d'une flamme. Voici Circé. Qui est Circé chez Nolan? C'est quelqu'un, c'est une femme d'une laideur étonnante, qui laideur par ses actions. Je ne parle pas de son physique évidemment, je ne me permettrai pas cela, mais qui prétend qu'elle n'a pas transformé les compagnons d'Ulysse en pourceaux, mais qu'elle a révélé leur véritable nature, car les hommes sont des prédateurs des femmes. Et ça, c'est une volonté de faire basculer l'œuvre fondatrice de notre civilisation, de l'Europe aux anciens parapets, dans un univers qui non seulement il ne s'agit même pas de l'actualiser et donc de détruire ce qui faisait qu'elle était présente, mais de modifier tout à tel point que, par exemple, Ulysse apparaît comme quelqu'un qui est coupable. Il est coupable, vous imaginez, un Grec coupable d'avoir vaincu, et qui entamerait une cure de psychanalyse parce qu'il a tout oublié et qu'il se sent coupable vis-à-vis de sa femme. Merci Olivier. Je vais recommander la lecture quand même sur le site d'Iliade et sur le Figaro Histoire de vos écrits. Vous avez 2 minutes pour nous expliquer, nous parler de l'événement que vous organisez à Cisco dans le Cap Corse ces jours-ci. Voilà, écoutez, donc je vous disais que je suis sarthenais bien sûr, mais surtout
également Siskay, tous mes ancêtres depuis plus que très longtemps, depuis plusieurs siècles, sont de Cisco. Et je retrouve ici un véritable théâtre de la mémoire, au sens où Jordan Desbrou l'avait indiqué. Chaque pierre me raconte des histoires, et en harmonie avec les souvenirs que cela m'évoque, j'ai voulu célébrer mon retour à Cisco par des conférences, et avec Anne, qui va devenir ma femme le 20 août, dans quelques jours, nous avons décidé de, non seulement plus tard, des rencontres avec des Serbes qui sont devenus des amis, Emir Kusturica, que nous avons rencontré là-bas, Slobodan Despot, Nikola Mirkovic, Boyan, j'ai oublié son nom, il est imprononçable, il m'excusera, mais Boyan, qui est professeur de littérature russe à l'université de Palais, et quelques autres. Nous allons organiser des rencontres entre deux peuples fiers qui ne veulent pas mourir, le peuple corse et le peuple serbe, et aussi des cours de grec ancien. Anne dirige un site qui s'appelle paidesis.fr, et je vais, où il est question de donner des cours de grec ancien, paidesis, paideus.fr, et où je donnerai des séminaires pendant toute l'année, qui seront consacrés, le premier à Aristote, le deuxième à Platon et le troisième à Thucydide. Et tout cela à la fois en terre du Cap Corse, au pied de la montagne que je vous ai évoquée, à savoir le Pinsalone, que mon père arpentait sur le chemin des nuages blancs, et sur le site, sur la toile, bien sûr. Et tout cela en harmonie avec mes trois derniers bouquins, le Platon chez Ellipse, La guerre chez Perspective Libre, de Pierre-Yves Rougeron, qui vient me rendre visite dans quelques jours, et mon dernier livre que j'ai remis à l'éditeur, François le sait, il y a quelques jours, qui va sortir d'un peu, un bouquin sur Aristote, le maître de ceux qui savent, selon l'expression de Dante. Merci beaucoup, cher Olivier. Merci à tous. Nous avons souhaité émission un petit peu spéciale avec votre participation en Corse. Merci Olivier. Merci beaucoup à Pascal Mas. Nous parlerons la prochaine fois de l'Ukraine, etc. Mais ce sera probablement Pascal Mas qui sera au micro. Merci à tous, chers auditeurs. Merci beaucoup à Claudio en plein mois d'août, qui tient avec brio, gentillesse et compétence la régie. Nous saluons également tous ceux de Radio Courtoisie qui prennent des vacances ou qui n'en prennent pas. En tout cas, nous sommes fidèles au poste. Merci beaucoup, chers amis auditeurs, et rendez-vous, nous l'espérons, dans 4 semaines. Vous appréciez cette émission ? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats. On est devant un régime qui, parce qu'il est désavoué par la population, se radicalise comme jamais et se donne les moyens de mater le peuple, avec cette vieille idée qu'il suffit de mater les rebelles pour décourager le peuple et qu'on passe à autre chose. Et c'est, je pense, moins le calcul que le réflexe qui joue dans l'esprit de l'extrême centre de la classe dominante. La note de Terra Nova dit d'ailleurs avec un cynisme vraiment désarmant, on dit écoutez, il faut changer de peuple pour la bonne raison que le peuple vote mal. Histoire. Au voyage de Laetitia Bonaparte à Rome en 1804, au moment du sacre, il se trouve qu'à ce moment-là, elle avait été accueillie par le pape et qu'il avait écrit une lettre à Napoléon pour lui dire à quel point il avait trouvé sa mère absolument formidable. Donc il avait beaucoup d'estime pour la mère de l'empereur. Ouais. Littérature, politique. Peut-être verrons-nous cela à l'avenir. Des Européens qui, ne pouvant plus trouver de quoi survivre et se développer dans leurs anciennes morphologies politiques telles les nations, auront la nécessité de se rassembler dans de nouvelles organisations qui dépasseront le cadre des frontières que nous connaissions, qui dépasseront le cadre même des continents que nous connaissions, et on verra des choses surprenantes. Mais c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces chaînes qui ont été supprimées, de tous ces gens qui ont subi cette répression, alors qu'en fait ils étaient dans le vrai ? Les gens ne croient plus les médias traditionnels ou la parole du gouvernement, ou même, et c'est là où ça devient dingue, la parole des scientifiques. La foi au sens plénier, c'est pas seulement l'affirmation d'une vérité, c'est le fait de s'engager pour cette vérité, c'est le fait d'aimer cette vérité et d'aimer l'objet de cette vérité, Dieu. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube.